Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Défense à l'antenne, qui sera le second épisode de la série de 3 podcasts consacrés à la découverte des réserves militaires. C'est comme vous le savez, un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, car de nombreux auditeurs se posent des questions au sujet des réserves militaires et parfois hésitent à franchir le pas de l'engagement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui sera donc consacré à la présentation de l'armée de l'air et de l'espace, nous serons en présence dans une première partie du colonel Sidler, et dans une seconde, de la lieutenant Emma, qui répondra à nos questions à la fois en tant que réserviste et en tant qu'étudiante. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, afin de commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter les particularités de la réserve de l'armée de l'air et de l'espace? Alors, les réserves de l'armée de l'air et de l'espace, il y en a plusieurs, mais je pense que je vais y répondre un peu plus tard sur les détails. La grande particularité, c'est que vous allez travailler dans une armée qui est jeune. L'armée de l'air étant la plus jeune des 3 armées de la France. Donc une armée qui est technologiquement à la pointe, mais qui reste humaine, et surtout une armée qui est constamment en opération. Comme vous le savez, on est sur différents théâtres. Vous êtes dans une armée qui a 2 missions permanentes. Donc, on est tout le temps au travail. Vous évoquez le fait que l'armée de l'air est très vaste. Est-ce que vous pourriez évoquer les différents types de réserves au sein de l'armée de l'air? Alors, les 2 principales réserves au sein de l'armée de l'air, c'est la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. La réserve opérationnelle se décomposant en 2 catégories. La réserve opérationnelle de niveau 1, qui sont des gens qui sont sous engagement à servir dans la réserve, ce qu'on appelle un ESR, et la réserve opérationnelle de niveau 2, qui sont tous les anciens militaires pendant les 5 ans où ils viennent de quitter le service actif. Ça, c'est la réserve opérationnelle. Et on va trouver à côté de ça la réserve citoyenne, qui est ouverte à tout citoyen qui souhaite s'impliquer dans le lien armée-nation au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Est-ce que vous pourriez évoquer les différentes missions que pourrait se voir confier un réserviste? Alors, les différentes missions, je ne vais pas pouvoir les évoquer toutes, parce qu'en fait, un réserviste dans l'armée de l'air peut occuper tous les postes et faire toutes les missions en fonction de ses compétences, de ses disponibilités, de sa formation. Ça va aller du secrétaire qui va répondre au téléphone, au pilote qui va être dans un avion de chasse en opération et qui va faire la guerre. Donc il n'y a pas de métier interdit aux réservistes dans l'armée de l'air. Après, il y a des métiers où ça va peut-être être un peu plus compliqué d'être réserviste parce que ça va dépendre d'avoir plus de temps, ça va dépendre de la formation, des compétences, de l'aptitude médicale, mais il n'y a pas d'interdit. Est-il possible de faire du coup une formation? Il y a des cursus de formation existent pour tout réserviste. Ils sont, alors je ne vais pas dire identiques au cursus de formation des gens d'actifs, puisqu'il n'y a pas forcément la même temporalité de la carrière, mais on peut parfaitement rentrer dans l'armée de l'air comme deuxième classe, comme tout le monde, d'ailleurs tout le monde commence deuxième classe, aviateur, et finir colonel dans l'armée de l'air, dans la réserve, en n'ayant jamais été d'actif. En fonction des métiers, vous avez une formation militaire qui va se faire régulièrement tout au long de votre carrière, et vous allez avoir une formation professionnelle, qui va être aussi en fonction de vos compétences et de vos envies aussi. Parce que si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine de venir. Comment va s'organiser le temps du réserviste au sein de l'armée de l'air? Le réserviste, une fois qu'il a signé son ESR, il va être convoqué, et la convocation, c'est pour en général une journée, mais ça peut être pour 2 jours, 3 jours. On a des réservistes, comme je disais, on a des pilotes de chasse qui sont en opération, on a des mécanos qui sont en opération, et là ils sont convoqués pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Hein. C'est pas, il y a pas de timing. En fait, le temps que va consacrer le réserviste au profit de l'armée de l'air et de l'espace sera un accord entre son employeur qui va être son commandant d'unité et puis sa vie civile qui pourra le rendre disponible ou pas. Il y a, il y a des barrières administratives, c'est-à-dire qu'un réserviste qui ne ferait que 5 jours par an ne va pas pouvoir bénéficier d'un avancement ou de médailles, parce qu'il y en a qui veulent des médailles, de la même façon que celui qui viendrait nous consacrer 60 jours par an.
mais tout le monde ne peut pas consacrer 60 jours par an, tout le monde ne peut pas en consacrer 90. Euh, Beaucoup de gens qui travaillent vont en consacrer 15 ou 20, c'est déjà beaucoup. De toute façon, toute journée donnée, entre guillemets, est un plus pour l'armée de l'air et de l'espace. Ce qui nous amène à vous demander, existe-t-il des possibilités d'avancement pour le Oui, réserviste? il y a des possibilités d'avancement, il y a même des possibilités de changer de statut. C'est-à-dire que vous allez rentrer comme réserviste en tant qu'aviateur, peut-être passer première classe, caporal, voire caporal-chef, et à un moment donné, en fonction des examens passés en interne ou de vos diplômes civils, vous pouvez être recruté au premier grade de sous-officier ou au premier grade d'officier. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà un bagage de diplôme, être recruté directement au premier grade d'officier. Et il existe même un statut, mais qui vous concerne moins pour vous, puisque vous êtes des jeunes encore, un statut pour quelqu'un qui aurait 40 ans euh, et qui serait au niveau que ce soit de compétences dont on aurait besoin. On pourrait même le recruter dans un statut qui s'appelle spécialiste. Voilà. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de barrière en fait. Tout est possible, mais tout n'est pas forcément réalisable. Si le slogan peut vous plaire. Comme vous venez de le dire, il n'y a pas de barrière, mais du coup, quelles seraient les conditions d'engagement? Alors, on va faire très simple, il y a la réserve citoyenne. Pour s'engager dans la réserve citoyenne, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a besoin d'une lettre de motivation, d'une carte d'identité et d'un formulaire à remplir. Voilà. À l'issue de ça, le réserviste citoyen aura un ACBSP, un agrément de collaborateur bénévole du service public, et une lettre de mission signée par son commandant de formation administrative. Donc ça, la procédure, elle est très simple. Il n'y a pas de visite médicale, puisque de toute façon, on n'est pas dans des missions opérationnelles, on n'est que dans des missions de lien armée-nation, de représentation, d'apport de compétences intellectuelles. Il n'y a pas de. Par contre, pour la partie réserve opérationnelle, il vous faudra passer une visite médicale qui est pas très stricte, mais qui est quand même qui peut être limitative ou temporairement ou définitivement. Hein. Il faut avoir moins de 40 ans. Et ben après, il faut aller, pour s'engager, il faut aller sur un site qui s'appelle Réserve opérationnelle connectée. Mais si on tape Réserve opérationnelle connectée sur Internet, on le trouve. Et puis là, il y a différents postes qui vont être offerts pour la réserve, pour des petits jeunes qui sont, on va dire, entre 17 ans et 25-28 ans. Après, pour des gens qui sont déjà plus qui est déjà plus une activité professionnelle, et donc ils peuvent viser un recrutement de devenir ce qu'on appelle formation militaire initiale du réserviste, de haut niveau. Et dans ces cas-là, directement, c'est une candidature auprès de la direction des ressources humaines, de l'armée de l'air et de l'espace, euh, et donc dans le service où je travaille. Voilà, on a des petites promos par an où on va les recruter. Ils vont directement, alors ils vont commencer aviateurs aussi, comme tout le monde, et une fois qu'ils auront obtenu leur certificat d'aptitude à l'emploi de réserviste, aux formations militaires, et ben ils seront promus au grade d'aspirant, au grade d'aspirant pour passer ensuite au premier grade d'officier sous-lieutenant dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Et après, ben, ils sont sous-lieutenant, ils travaillent comme réservistes, mais ben, après, il y a du travail, il y a des examens à passer pour passer de lieutenant capitaine. Pour un titre d'exemple, là, aujourd'hui, vous avez dans nos locaux un colonel de réserve qui a commencé en faisant son service militaire. Et il est colonel de réserve. Et il n'a jamais été militaire d'actif. Donc, pour revenir sur la question précédente, la carrière est tout à fait possible. Maintenant, il n'a pas fait que 5 jours par an. D'après votre expérience, mon colonel, qu'est-ce que pourrait apporter la réserve? Alors, la réserve va apporter à quelqu'un, surtout à un jeune qui va s'engager, une expérience qu'il ne trouvera pas ailleurs. Euh, il va apprendre déjà à se dépasser. Il va apprendre à vivre en groupe. Il va apprendre à faire confiance à, à des gens qu'il ne connaît pas.
et il va apprendre à respecter des gens qu'il ne connaît pas. Et il va apprendre ce que c'est que les êtres humains. Et c'est une richesse qu'on ne va pas forcément apprendre dans tous les pans de sa jeune vie. Quelles sont les qualités essentielles du réserviste selon vous? C'est la qualité essentielle de tout militaire, disponible, ouvert, humain et prêt à donner beaucoup. Mais plus on donne, plus on reçoit. Il faut bien en être conscient. Rentrer dans l'armée, c'est rentrer dans une grande famille. C'est pas rentrer dans une entreprise, c'est rentrer dans une grande famille. C'est pas pour rien qu'on parle de frères d'armes. Et dans la réserve, si vous avez eu l'occasion peut-être de discuter avec d'autres réservistes, quand vous êtes réserviste, vous êtes au sein d'une unité et vous êtes considéré comme quelqu'un de militaire, comme un militaire d'actif. Il n'y a aucune différence. Après, bien évidemment, si on va chercher dans les détails, il y en a un qui a une vie civile et l'autre qui n'a pas de vie professionnelle civile. Mais au sein de l'armée, il n'y a pas de différence. Merci infiniment, mon colonel, pour ces réponses. Voilà. Bonjour, lieutenant Emma. Pouvez-vous, en guise de prémisse, vous présenter? Donc, bonjour Emma. Donc, moi, je m'appelle Emma également. J'ai 28 ans. J'ai fait des études de droit à la Sorbonne en licence et en master 1 il y a quelques années maintenant. Ensuite, j'ai poursuivi en intelligence économique à l'école de guerre économique où j'ai fait un master 2. Et c'est pendant mon année à l'école de guerre économique que j'ai été un peu attirée par la réserve. Justement, vous avez commencé à y répondre, mais à partir de quel moment êtes-vous entrée dans la réserve? Donc, j'ai pu faire ma première formation à la fin de ma dernière année d'études, donc en intelligence économique. Donc, c'était il y a déjà 3 ans, 3 ans et demi. Et le temps de faire les formations et de pouvoir être employable par le ministère des Armées, ça a dû me prendre à peu près 1 an. Donc, je suis opérationnelle depuis 2 ans maintenant. Quelles ont été vos motivations pour vous engager? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas? Mes motivations pour rejoindre la réserve, c'était de m'engager pour la France, pour mon pays. Et surtout, au moment où je me suis engagée, j'étais encore étudiante en fin d'études. Et je me disais que ça pouvait être un formidable moyen de monter en compétence sur de nouveaux sujets, d'apprendre de nouvelles choses sans lien avec mon parcours académique, tout en apportant quand même mes connaissances et mes compétences à l'armée. Donc, c'était vraiment pour moi une manière de faire du donnant-donnant, donc de donner mon temps et puis à la fois de recevoir, de grandir, de monter en compétences de manière très opérationnelle et terre à terre. Aviez-vous des appréhensions? Si oui, lesquelles? Alors, je pense que je ne savais pas exactement ce qui allait m'attendre en formation, en PMI, PDN et FNIR. Donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup d'appréhension. Je me suis fait confiance et puis j'ai même pas fait beaucoup de sport avant d'aller faire tout ça. Mais bon, c'était difficile, hein, honnêtement, mais pas insurmontable. Je suis pas une athlète, pas une très grande sportive et ça s'est bien passé. Donc, je pense que c'est accessible. Il faut être déterminé, motivé et honnêtement, on se laisse porter par l'effet de groupe, par la cohésion, par le personnel d'encadrement, par les camarades qui sont tout de suite qui deviennent vos meilleurs alliés. Et voilà, c'était vraiment super. Je garde un très bon souvenir et pas du tout l'image qu'on peut en avoir de quelque chose de très très dur, d'insurmontable. Voilà. Donc n'hésitez pas, même en tant que femme, il n'y a aucun problème. Tout le monde a sa place. Est-ce que votre rôle de réserviste et celui d'étudiante se sont parfaitement coordonnés? Ou est-ce que vous avez parfois eu l'impression d'être en difficulté à maîtriser ces deux aspects de votre vie? Alors, comme j'ai commencé un petit peu en fin de parcours étudiant, ça n'a pas été très compliqué parce que nous avions, en tant qu'étudiants, pas mal de congés. Ce qui a été plus difficile pour moi, ça a été dans le milieu professionnel. Donc, évidemment, il faut concilier les impératifs de mission. J'étais dans le conseil, enfin, je suis toujours dans le conseil. Et c'est vrai que l'activité est assez tendue. Il y a quand même beaucoup de contraintes opérationnelles, le côté civil. Donc, c'est plutôt ça qui a été difficile. Mais
mes employeurs ont toujours été très compréhensifs. Je leur en ai parlé dès le début. Donc ils savaient que j'avais cet engagement et qui était important pour moi. Donc ils m'ont toujours un peu permise de prendre mes jours de congé pour être employable par le ministère des Armées en tant que réserviste. De quelle façon la réserve a-t-elle impacté votre vie personnelle? D'un point de vue personnel, moi j'ai beaucoup appris de moi-même déjà. Je dois dire que ça fait grandir et ça fait aussi prendre conscience qu'on est tout à fait capable de faire des choses qu'on ne soupçonnerait pas sur le terrain. Donc construire des radeaux, faire de ramper par terre dans la boue, ce genre de choses qui sont un peu le cliché de ce qu'on peut avoir du monde militaire, mais qui sont tout à fait accessibles à des personnes comme vous et moi. Et d'un point de vue professionnel, j'ai appris de nouvelles choses et ça m'a permis, là aujourd'hui, ça me permet de pouvoir postuler à des emplois au ministère des Armées. Et donc là, j'ai été récemment embauchée au sein de mon unité de réserviste, où je vais commencer au mois d'août, dans quelques mois donc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment grâce à la réserve parce que je n'aurais certainement pas pris cette décision sans avoir mis un petit pied d'abord dans le monde militaire pour voir un peu de quoi ça en avait l'air avant de me décider pour toute ma vie, pour au moins un premier contrat d'être militaire de carrière. Cela a-t-il changé votre vision du monde militaire d'intégrer la réserve? Avez-vous, par exemple, changé de projet professionnel? Oui, alors ça a changé beaucoup ma vision du monde militaire parce que j'étais pas du tout issue d'une famille de militaires, j'avais aucun lien avec le monde militaire, vraiment aucun. Donc effectivement, j'avais envie de m'engager, oui, sans trop savoir où je mettais les pieds. Et effectivement, ça m'a permis de me décider et de passer de sauter le pas et de devenir à mon tour officier sous contrat. Parce que j'avais quand même quelques amis, camarades de promotion qui étaient déjà un peu officiers sous contrat ou civils de la défense. Donc voilà, ça m'a permis de me décider à le faire. Ouais. Donc ça a un peu influencé ma vie professionnelle. Donc déjà là pour les 4 prochaines années. Ensuite, nous verrons si le ministère des Armées renouvelle mon contrat et pourquoi pas en rester encore très longtemps. On verra. Je vous le souhaite. Du coup, vous avez dit que plusieurs de vos camarades étaient également sous contrat. Est-ce que vous voyez un réel apport de votre formation d'étudiante au sein de vos missions de réserviste? Oui, donc tout à fait. Je pense que réellement, les parcours, qu'il s'agisse de la Sorbonne ou de l'université en général, ou ensuite le master en intelligence économique que j'ai effectué en master 2, sont de réels atouts au sein du ministère des Armées. On a besoin, je dis on parce que je change bientôt de voie professionnelle, donc je pense qu'au ministère des Armées, on a vraiment besoin d'avoir des profils comme ça, qu'on fait de l'université, qu'on fait du droit, des relations internationales, de l'intelligence économique. Ce sont de vrais parcours qui apportent beaucoup, je pense, au ministère des Armées. Et ensuite, vous verrez que vous serez formés. Il y aura vraiment une attention particulière qui sera faite au ministère des Armées pour la montée en compétences de personnes qui n'ont pas fait Saint-Cyr, etc. Et donc ça, c'est vraiment une réelle plus-value, je pense. Donc oui, pas d'inquiétude là-dessus. On a besoin de nos profils également et pas que de personnes ayant fait Saint-Cyr. Merci beaucoup, lieutenant, pour toutes vos réponses. J'espère, après cette intervention, que nous aurons réussi à susciter quelques futures vocations. Et pour toute information complémentaire, je vous invite vivement, à nouveau, à vous rendre sur le site du ministère des Armées. Nous vous attendons bien évidemment pour le dernier épisode qui aura lieu très prochainement. En attendant, chers auditeurs et chères auditrices, n'oubliez pas, la défense est l'affaire de tous.